Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette première déclinaison francophone du Global Forum Democratizing Work. Alors, je m'appelle Maxime Kijou, je suis sociologue au CNRS et membre du LIS au CNAM à Paris. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette session intitulée « Démocratiser le travail, conditions nécessaires pour une société démocratique, état des lieux et défis en France ». Alors, je vous demanderai juste d'éteindre vos micros, si c'est possible, pendant que, voilà, quand vous intervenez pas, parce que sinon c'est un petit peu désagréable. Voilà, merci, super. Comme ce titre de session l'indique, il s'agit au cours de cette heure et demie de faire état, de façon très parcellaire certes, de quelques recherches menées actuellement en France, précisément sur la démocratie au travail. Alors que certains considèrent la démocratisation de l'entreprise comme un préalable incontournable à la démocratisation de la société, les connaissances empiriques des pratiques démocratiques en entreprise demeurent encore lacunaires. En réunissant des spécialistes à la fois de l'économie sociale et solidaire, de modèles démocratiques et des relations professionnelles, ce panel entend brosser un spectre des formes de citoyenneté dans l'entreprise, de ses conditions de réalisation et des obstacles qui l'entravent. Il s'agira donc, au cours de cette session, de s'appuyer sur un ensemble d'exemples et d'acteurs du monde de l'entreprise, entrepreneurs, salariés et syndicalistes, pour penser les possibles d'une extension de la démocratie dans l'entreprise, de l'atelier au poste de commandement, mais plus largement dans la société. Alors, pour ce faire, nous aurons le plaisir d'écouter dans un premier temps l'intervention d'Anne-Charlotte Delbord. Anne-Charlotte, vous êtes professeure associée à l'ESCP Business School. Vos recherches portent sur les environnements de travail innovants, l'innovation pilotée par les employés, la démocratisation des organisations et les entreprises libérées. Alors, au cours de votre communication intitulée « Entreprises libérées, une nouvelle forme de démocratie d'entreprise », il s'agira justement d'interroger les proximités et les dissimilitudes de l'entreprise libérée avec la démocratie d'entreprise. Cette première intervention sera suivie de celle d'Émilie Lanciano. Alors, Émilie, vous êtes professeure en sciences de gestion à l'Université de Lyon 2 et co-responsable de la chaire Économie sociale et solidaire de cette université. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur les pratiques d'autogestion et les organisations alternatives. Au cours de votre présentation, qui s'intitule « Comment démocratiser la vie au travail et le travail dans les organisations », retour sur des expériences démocratiques dans plusieurs coopératives lyonnaises, vous proposez d'appréhender la question de la participation directe de ceux qui travaillent aux affaires stratégiques et ordinaires dans l'organisation, en particulier en vous intéressant à la gestion dans les scopes des rémunérations d'une part et du processus de recrutement d'autre part. Enfin, nous terminerons ces présentations avec l'intervention de Guillaume Gourgue, maître de conférences en sciences politiques et membre du laboratoire Triangle. Vos travaux, Guillaume, portent sur la démocratie participative et sur la participation publique, les conflits du travail et les politiques macroéconomiques, la sociologie de l'action publique, la décentralisation, ainsi que sur les politiques locales. Vous avez accepté de remplacer Carelion et nous vous en remercions. L'idée de vous inviter repose sur le souhait de nous présenter le projet de recherche Citindus, enquête sur la citoyenneté industrielle, porté par une équipe dont Karel, tout comme vous, êtes membre. Il s'agira donc au cours de votre intervention de revenir sur ce projet et de nous expliquer en quoi cette notion de citoyenneté industrielle constitue une source heuristique de réflexion sur la démocratisation de l'entreprise. À la fin de ces trois présentations, nous procéderons à un temps d'échange avec le public via des questions orales, des interventions directes via vos caméras ou via le chat. Je précise que cette session sera enregistrée. Avant donc de céder la parole à Anne-Charlotte, je voudrais juste signaler que la France connaît aujourd'hui un large appel intersyndical à la mobilisation et à la grève pour de meilleurs salaires, une plus grande égalité femmes-hommes, la lutte contre la précarisation de l'emploi ou bien encore le maintien des services publics. Si démocratiser le travail passe par des forums mondiaux, il ne peut faire l'économie des syndicats, des mobilisations au travail et dans la rue. Je vous invite donc, dans la mesure du possible, à vous joindre aux différents cortèges prévus aujourd'hui un peu partout en France. Merci. Anne-Charlotte, on vous écoute pour une quinzaine de minutes. Alors, il faut mettre votre micro, Anne-Charlotte, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible de partager un PowerPoint ? Absolument. Il faut que vous cliquiez sur la petite icône de l'écran raturé, Barré. si je puis dire. Barré, voilà. Oui. D'accord. OK. Donc, ça devrait... Alors, juste un instant. Voilà, ça va venir.
Est-ce que vous voyez? Absolument, c'est très bien. D'accord, parfait. Très bien. Alors, je démarre ça. Très bien. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Anne-Charlotte Telborg. Donc, je suis professeure à ESCP Business School au sein du département de Sustainability, qui est un département qui vient d'être créé au sein de l'école. Pendant les 7-8 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les entreprises libérées avec deux collègues de Paris 1, Patrick Gilbert et Nathalie Rollet-Crozet. Donc, la question que je vous propose d'explorer ce matin, c'est en effet, est-ce que l'entreprise libérée serait une forme de démocratie d'entreprise ? Alors, lorsqu'on évoque la démocratie d'entreprise, très souvent on pense aux premières expérimentations qui ont pu être réalisées en Scandinavie dès les années 60. À ce moment-là, une équipe de chercheurs, Emery et Torsrud, font le constat qu'il y a un écart croissant entre les modes d'organisation très hiérarchisés au sein des entreprises norvégiennes et puis la société civile où il régnait un fort vent de démocratie. Donc c'est cet écart qui pousse les chercheurs à commencer à explorer de nouvelles formes d'organisation. Et en 1964, il publie un premier ouvrage en norvégien qui sera suivi par une traduction anglaise en 69 qui s'appelle Form and Content in Industrial Democracy. Il travaille beaucoup en partenariat avec le Tavistock Institute de Londres. Et donc, c'est un peu le fondement de ses travaux sur la démocratie industrielle. Alors, avant de vous parler d'entreprises libérées, j'ai pensé intéressant en fait de mettre en regard les constats faits par Emery et Torsrond dans les années 60 avec ceux du manifesto. Alors, que disent Emery et Torsrond ? Le premier constat, c'est les jeunes veulent plus que de l'argent contre leur travail et ils ne veulent pas travailler pour gagner, pour acheter des biens. Donc, un refus d'être considéré comme de simples ressources et un refus aussi d'être réduit à un rôle de consommateur. Donc, vous connaissez tous le manifesto et bien sûr, ça fait directement écho à cette belle idée que les humains au travail ne sont pas des marchandises, des ressources, mais des investisseurs en travail plutôt que des ressources. Le deuxième constat fait par Emery et Torsrond, c'est vraiment cette idée que il y a au sein du monde du travail un contrôle autoritaire qui apparaît de plus en plus comme intolérable et qu'il est essentiel de pouvoir contrôler son propre travail. Ça fait écho, bien sûr, aux idées de permettre aux salariés de participer aux décisions au sein de l'entreprise. Troisième constat d'Emery et Torsrond, c'est le souhait des salariés d'avoir un travail qui ait du sens, à la fois sur le plan personnel, mais également sur le plan social, et de pouvoir s'inscrire dans un projet de société. Quand on regarde le manifesto, ça fait écho à cette volonté de vivre dignement d'un travail, d'avoir un emploi qui soit garanti, et sur le plan plus sociétal, de pouvoir agir collectivement, à la fois pour dépolluer la planète et la sauver et donc faire face au changement climatique, et puis également ne pas être dans une société où il y ait des inégalités qui soient croissantes. Donc, le postulat du manifesto, comme vous le savez tous, c'est vraiment que les entreprises qui seront gouvernées démocratiquement seront plus à même de mener cette transition écologique. Donc, du coup, il s'agit pour nous tous de repenser la démocratie d'entreprise en 2021 et de s'interroger sur les sources d'inspiration.
Donc, on vient d'évoquer, je dirais, l'école scandinave. Donc, il y a eu des travaux par la suite. C'est une première piste. Il y a bien sûr tous les travaux autour des expérimentations d'autogestion, un peu dans la lignée de Proudhon. Et puis, de manière beaucoup plus managériale, depuis quelques années, a émergé un ensemble de pratiques labellisées entreprises libérées. Et ce sont donc ces pratiques-là que je vous propose de regarder de plus près ce matin. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi? Donc le premier en fait à parler d'entreprise libérée, c'est pas Isaac Getz, c'est Tom Peters qui en 92 publie un ouvrage qui s'appelle Liberating Management. Et c'est véritablement Isaac Getz qui, en France, va contribuer à diffuser, à populariser ces pratiques. Donc, il définit l'entreprise libérée comme une forme organisationnelle au sein de laquelle les employés jouissent d'une liberté totale et ont la responsabilité d'entreprendre des actions qu'ils et non leur patron considèrent être les meilleures. Donc, on reviendra tout à l'heure sur cette définition, mais avant d'analyser et de regarder un petit peu de plus près le parallèle entre les organisations démocratiques et les entreprises libérées, je voudrais juste présenter très rapidement un exemple pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble une entreprise libérée. Donc, c'est le cas Favi qui est très souvent présenté comme le prototype de l'entreprise libérée en France. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fonderie, une entreprise pick-up qui travaille essentiellement pour le secteur automobile et qui fabrique des fourchettes de boîte de vitesse. Ils ont une ambition, deux ambitions très fortes. Tout d'abord, celle de faire vivre 400 familles à Alencourt, donc c'est un petit village de la Somme, et cela dans la durée. Donc l'image, le symbole qu'ils utilisent, c'est celle d'un arbre. Un arbre croît pendant un certain nombre d'années, et après, il a vocation à produire des fruits et à durer. Donc une première idée intéressante, c'est qu'il s'oppose à l'idée d'une croissance infinie. La deuxième ambition de cette entreprise, c'est de réduire l'impact environnemental. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans les pratiques de cette entreprise depuis les années 50. Ils mettent en avant une idéologie qui présente comme réformatrice avec un certain nombre de valeurs. L'homme serait naturellement bon. La performance vient de la base, donc c'est bien celui qui crée de la valeur. Les innovations peuvent venir de tous et beaucoup d'innovations ont pu émerger au fil des années de la part d'opérateurs au contact quotidien des produits. Et puis, surtout, la confiance importe plus que le contrôle. C'est une entreprise qui a une organisation très particulière puisqu'ils sont organisés en mini-usines, un peu inspiré par un motto qui est « par et pour le client ». Donc, chaque mini-usine est dédiée à un client. Donc, une mini-usine, c'est environ 30 opérateurs avec un leader. Donc, il n'y a pas de contremaître. Il y a un leader qui est quelqu'un qui a été opérateur et qui a été élu par les autres membres de la mini-usine. Il y a un commercial et ce commercial a pour but de développer l'activité de la mini-usine et chaque mini-usine travaille pour un client particulier, donc Renault, PSA, etc., etc. Anne-Charlotte, excusez-moi de vous interrompre, vos slides ne déroulent pas en fait, c'est normal ou… Ah non, c'est pas du tout normal. Ok, bah écoutez, je sais pas, moi ça déroule. Ok. D'accord. Bah écoutez, je ne sais pas. Alors je peux refaire… Après, votre propos est très clair, donc… Bon, ok. Bah écoutez, je refais une tentative. Pourtant. Allez, on va essayer une fois et puis si on voit que… On va essayer une fois. Est-ce que là, vous les voyez?
Alors, attendez, Oui, on voit une autre slide. On a ouais, progressé. Voilà, Luhmann, c'est ça? Voilà, c'est ça, parfait. absolument. Bon, ok, bah, je ne sais pas. D'accord. Alors, je vais Excusez-moi de peut-être vous le avoir laisser. interrompu. Non, 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 mais pas du tout, au contraire. Mettez plein Bah, écran peut-être de votre PowerPoint. La petite je le icône mets en en plein. bas. Ouais. Est-ce que là, vous voyez? Non, ça change rien, mais c'est pas grave, on voit. Ok. Et là, vous voyez, parce que moi, je vois sur le. Là, vous voyez Alors, le on voit. PowerPoint, non? Si, on le voit. Oui, oui, mais on voit en fait votre fond d'écran. On voit pas. Mais c'est pas très grave. On va se. Ça convient parfaitement. Vous inquiétez pas. Ok. Bon, bah, désolé. C'est pas grave. Ok. Oui, c'est pas tout à fait comme sur Zoom, donc c'est vrai que c'est bon. C'est bon. Ok, bah, je continue. Donc effectivement, la question à laquelle je propose de répondre maintenant, c'est bah, quelles sont finalement les similitudes et les différences entre les démocraties d'entreprise et les entreprises libérées. Donc pour répondre à cette question, je propose en fait de m'appuyer sur les travaux de Luhmann, qui a publié un article en 2006 où il analyse 122 monographies décrivant des organisations démocratiques. Et donc, il a mis en exergue 23 critères qui permettent d'analyser et de qualifier ces organisations démocratiques. Alors, on ne va pas toutes les passer en revue. J'ai regroupé les éléments essentiels. Donc, l'idée maintenant, c'est de regarder, de mettre en regard les organisations démocratiques telles qu'elles ont été mises en avant et définies par Luhmann avec les entreprises libérées. Donc, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, j'ai mis en référence un article publié avec Patrick Gilbert et Nathalie Rollet-Crozet dans Gérer et comprendre, où on fait un état des lieux de ces entreprises libérées. Par souci de simplification, je ferai un focus que sur le cas Favi. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pratiques. La première, sans doute, c'est un ancrage territorial et un souci de ces organisations d'avoir une solidarité avec le territoire, avec la communauté au sein de laquelle l'activité économique prend place. Donc, vous vous souvenez de cette phrase, l'ambition, faire vivre 400 familles à Alencourt. Donc, effectivement, cet aspect-là est extrêmement fort. Un deuxième élément très fort aussi, c'est la volonté de donner du sens au travail. Donc, à la fois au niveau collectif avec cet ancrage territorial, au niveau environnemental, puisque l'ambition de l'entreprise, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental. Et sur le plan plus individuel, beaucoup est fait dans les entreprises libérées, et par exemple Favi, pour favoriser l'autodétermination des individus, faire en sorte qu'ils puissent vraiment choisir ce qu'ils développent comme activité, leur donner l'occasion à la fois de se former et d'innover. Il y a un ensemble de valeurs partagées très fortes. Donc, vous avez en tête l'idéologie réformatrice avec la performance vient de la base, la confiance est plus importante que le contrôle, etc., etc. Quatrième élément, la prise de décision, donc qui est un élément très central dans l'idée de démocratie. Donc, est-ce que la prise de décision est partagée? Est-ce qu'il y a des formes de vote? Est-ce qu'il y a des processus de prise de décision collective? Donc, oui, il y en a dans les entreprises libérées. Donc, dans le cas de Favi, par exemple, le leader de la mini-usine est choisi. Il y a un vote par les membres de la mini-usine. Lorsqu'on recrute quelqu'un, c'est fait de manière collégiale. Certains choix d'investissement sont faits là aussi en consultant les individus. Donc, il y a bien ces formes de démocratie collective.
L'accès à l'information est très très fort. Toute l'information au niveau de la production est partagée, et c'est bien sûr une garantie pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avoir des prises de décision éclairées par rapport à l'activité. Sixième élément, il y a une réduction très forte du contrôle hiérarchique. Chez Favi, il y a une hiérarchie extrêmement plate. En fait, il y a un directeur d'usine, puis après, il y a des mini-usines. Et le contrôle n'est plus fait de manière hiérarchique, il est fait par les résultats. Au niveau individuel, il y a un autocontrôle qui est fait. Et puis, il y a un contrôle qui est fait par le groupe. Au niveau de la mini-usine, il y a véritablement un contrôle collectif, puisque les mini-usines sont évaluées en fonction des résultats collectifs. Au niveau des tâches, au niveau des activités de travail individuelles, il y a chacun a un contrôle sur sa propre activité, et autonome par rapport aux décisions qui sont prises par rapport à l'activité quotidienne. Les opérateurs peuvent aussi choisir leurs tâches, choisir leur poste. Donc, il y a une volonté d'avoir de la variété et puis de développer des compétences différentes. Neuvième point, chacun a une compréhension globale de l'activité de l'entreprise, puisque le fonctionnement en mini-usine le favorise. C'est à taille humaine, il y a 30 personnes, donc chacun comprend ce qui est fait et chacun comprend qu'on travaille pour un client déterminé. Dixième élément, au niveau salarial, donc Luhmann dit dans les organisations démocratiques, il y a un wage solidarity, et donc là, chez Favi, ça se traduit par un intéressement collectif réparti de manière égalitaire. Donc c'est quelque chose de très fort, dont ils sont très fiers. Donc concrètement, ça veut dire que le directeur d'usine ou que l'ingénieur qui travaille en R&D a exactement la même part d'intéressement que l'opérateur qui fabrique des fourchettes de boîte de vitesse. Il y a également, et c'est sans doute la partie la plus intéressante, il y a également des différences fortes par rapport aux organisations démocratiques. Donc, Luhmann montre que une des caractéristiques des organisations démocratiques qu'il a étudiées, c'est la présence de contre-pouvoirs. Donc, notamment, il y a très souvent le fait que le management doit rendre compte aux travailleurs des résultats. Donc, they have to be accountable, hein, donc rendre compte. Et donc ça, c'est des choses que ce soit chez Favi ou dans d'autres entreprises, nous n'avons pas observé ces éléments-là dans les entreprises libérées. Luhmann précise également qu'il y a très souvent un corps indépendant qui permet aux individus de faire appel en cas de sentiment d'injustice au sein de l'organisation. Donc, une entité indépendante qui pourrait étudier des cas un peu limites. Et donc, là aussi, c'est des choses qu'on n'a pas du tout observées dans les entreprises libérées. Et chez Favi, jusqu'à une période très, très récente, il n'y avait pas du tout de syndicats. Donc, je reprends également l'idée développée dans le manifesto où il est mis en avant qu'une des pistes intéressantes, c'est qu'il y ait des chambres de représentants des travailleurs qui aient des droits similaires au conseil d'administration. Donc, ça, c'est une idée très, très forte. Et ça, effectivement, c'est des choses qui sont très, très loin, très éloignées des entreprises libérées. J'ai également voulu rajouter un élément important qui est plutôt prospectif dans la manière de repenser la démocratie d'entreprise dans un contexte de changement climatique. C'est bien entendu une gouvernance d'entreprise qui prennent au sérieux les recommandations du GIEC et qui les intègrent de manière très, très concrète et très forte. Le dernier élément que je voulais... J'ai fini, c'est ma dernière slide.
Le dernier élément, le dernier élément, c'est la différence, c'est ce que les entreprises libérées mettent en avant comme caractéristique qui n'existe pas dans les organisations démocratiques. Donc, ce qui est très fort dans les entreprises libérées, c'est le rôle central du leader libérateur, qui est le garant d'une ambition. Donc, c'est vraiment le garant du pourquoi, alors que les salariés peuvent choisir librement le comment. Donc là se pose la question, et ça sera mon dernier point, de quelle ambition le leader et le collectif sont-ils porteurs? Et bien entendu, dans un monde à plus 1,5 degré, quid de ces ambitions? Rappelons que ce monde à plus 1,5 degré est un monde extrêmement complexe et incertain, où la tonalité de l'ambition sera extrêmement importante. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci Anne-Charlotte pour cet exposé très clair et donc qui répond parfaitement à la problématique du Global Forum. Sans transition, je passe la parole à Émilie pour donc votre exposé sur les scopes lyonnaises, l'autogestion et les organisations alternatives. Merci. Vous m'entendez bien, ça va? Parfaitement. Alors, je ne vais pas utiliser de diapositive. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie pour l'invitation pour participer à ce forum dont je suis très heureuse. Donc, comme ça a été dit, je suis professeure en sciences de gestion à Lyon 2, à l'Université Lyon 2, et je suis responsable de la chaire ESL de cette université. Et je participe également à un collectif qui s'intitule Autogestion au pluriel et qui rassemble des citoyens, des travailleurs, des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs qui échangent sur la problématique et les pratiques d'autogestion. Et donc, je suis enseignant-chercheur comme Anne-Charlotte à l'université, en gestion et en théorie des organisations. C'est-à-dire que je m'intéresse en fait aux organisations au travers des outils et des processus d'action, les outils de gestion et au travers des processus d'action qu'ils enclenchent. Donc, mon intervention, elle est issue de différents travaux, effectivement, dans des organisations lyonnaises qui ont l'ambition de fonctionner en démocratie. Alors, pour commencer, pour un peu comprendre la façon dont je raisonne et dont j'ai construit cette intervention, en reprenant notamment les travaux d'Alexis Cuquier, il me semble que le travail, l'entreprise, les organisations sont évidemment des espaces ou des champs de la vie en société, mais ils ne constituent pas des espaces étanches aux enjeux traités par la vie en société et par le politique. Pourtant, il est bien difficile de faire entrer le politique, la démocratie dans les organisations et dans le travail. Et donc, ma question est justement de s'interroger sur les voies de démocratisation du travail. Il en existe plusieurs. Bien sûr, la démocratie en entreprise existe au travers de règles de relations professionnelles, mais également de règles de gouvernance de parties prenantes. À ce titre, les coopératives, les SCOP ou les SIC offrent un cadre légal réglementaire de participation des salariés et d'autres acteurs dans la gouvernance et le capital de l'organisation. Toutefois, si ces statuts offrent un cadre collectif de gouvernance, ils appartiennent encore au champ de la démocratie représentative. Ces règles restent à la périphérie de l'activité du travail, de la production de valeurs marchandes. Ils ne concernent pas toujours tous les salariés, mais seuls les salariés sociétaires. Beaucoup d'enquêtes montrent d'ailleurs que des choix stratégiques, des choix d'organisation du travail qui sont faits dans des scopes peuvent ne pas finalement différer d'autres entreprises conventionnelles. On peut également considérer le volet managérial et gestionnaire des outils et dispositifs de gestion. De nombreux travaux se concentrent ainsi sur des règles, des pratiques, des rites, des dispositifs qui visent à organiser la circulation d'informations de façon construite, de façon débattue, à organiser la participation, la prise de pouvoir de membres, mais encore une fois, ces dispositifs entendent favoriser la participation. Ils ne suppriment pas pour autant les sources de pouvoir
le poids de hiérarchie et quelquefois même les renforce. Enfin, le politique intervient bien sûr au travers de luttes collectives qui peuvent y être menées. Toutefois, on peut constater que ces luttes ne concernent que très rarement, de façon frontale, les enjeux du travail, c'est-à-dire le contenu et l'organisation des activités conduites par les acteurs, mais par force, plus souvent, les conditions d'emploi des personnes employées. C'est donc dans cette perspective que je me dis que plutôt que démocratiser l'entreprise, la question est plutôt de comment démocratiser le travail en tant qu'activité collective et organisée. Il ne s'agit, en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'acteur, il ne s'agit pas tellement, en fait, de rechercher d'authentiques alternatives, best practices, comme on dit en gestion, que finalement d'essayer de saisir les efforts des acteurs pour organiser une vie démocratique et une alternative. Et pour ça, je me propose d'interroger la démocratisation dans le travail par le biais du concept de démocratie et d'enquête de John Dewey. En effet, dans cette perspective-là, évidemment que la démocratie est la trame essentielle de la vie collective, mais elle doit se réaliser dans l'action, la participation et pas la représentation. La démocratie, elle n'est pas conçue, comme je l'ai dit, comme une forme de gouvernance, mais plutôt comme une forme de vie qui se réalise ou pas, s'observe au travers de pratiques, de dynamiques qui sont forcément locales. Et donc, ce que Dewey appelle la démocratie, c'est un processus collectif en perpétuel mouvement qui s'incarne dans ce qu'il appelle l'enquête. L'engagement des individus dans les questions publiques définit ce fonctionnement démocratique et va amener les individus, les personnes à se saisir de problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, à proposer des résolutions au travers d'une méthode expérimentale. Et donc, c'est cette entreprise, l'enquête ou la démocratie, c'est exactement cette entreprise collective de production de connaissances à laquelle toute personne peut contribuer à égalité de connaissances. Et donc, une perspective donc de la démocratie sous la lunette de Dewey et sous une lunette pragmatiste, elle amène à considérer une organisation non pas de façon statique et figée, mais bien de saisir les efforts qui sont réalisés individuellement et collectivement de façon dynamique pour essayer de résoudre les problèmes. Et donc, je me propose d'essayer de lire le fonctionnement d'organisations dites démocratiques à travers leur capacité à enclencher des enquêtes, ça veut dire à travers la capacité des individus de se saisir des problèmes qui les concernent, à travers des activités de problématisation, à travers des activités de résolution. Et donc, on retrouve après, évidemment, les outils dans la mesure où il s'agit de définir et concevoir des organisations qui permettent la réalisation et l'enclenchement de ces enquêtes. Alors, si je me penche maintenant sur les organisations que j'ai observées et que je continue d'observer et qui ont permis de construire un peu mon cadre d'analyse, ce sont des organisations que je saisis sous l'angle des organisations alternatives ou des organisations qui entendent mettre en place une action démocratique. Ce terrain d'enquête, il est composé de façon disparate. J'ai fait une longue enquête auprès d'une SIC, coopérative d'activité d'emploi dans le domaine de l'agriculture et l'alimentation, de nombreux travaux d'étudiants que je dirige et également, plus récemment, des observations et des échanges dans le cadre du collectif autogestion. Je travaille à chaque fois en essayant d'interroger les représentations, les croyances des personnes qui agissent dans ces organisations, leur mode de fonctionnement et donc leur façon de répondre aux problèmes qui les traversent et les façons de réagir à des situations indéterminées ou problématiques qu'ils rencontrent. Alors, rapidement, les structures qui font partie de mon corpus sont des structures particulières dans la mesure où ce sont effectivement des organisations qui sont en grande majorité en statut coopératif, donc des SCOP ou des SIC, quelquefois en association. Ce sont des activités qui développent systématiquement une activité marchande et souvent lucrative.
Elles sont impliquées dans des secteurs plus globalement des services, fonctions support, informatique, alimentation, mais aussi des secteurs plus traditionnels de l'économie sociale et solidaire, et en particulier de l'économie sociale. Ce sont du coup plutôt des entreprises qui emploient qui ont des postes plutôt qualifiés, à part le secteur de l'alimentation où on a des tâches manuelles assez récurrentes. Et ce sont des structures de petite taille, moins de 30 salariés. On peut dire que si ces pratiques, si ces entreprises essayent de produire et de réaliser une démocratie ou une autogestion dans les structures, en fait, ce sont des structures assez originales et différentes, en tout cas d'entreprises qui ont été étudiées, c'est-à-dire que c'est des structures qui ont été créées dès le départ avec un projet de personnes de ne pas travailler n'importe comment. Il ne s'agit donc pas de scopes ou de sites qui ont été reprises, qui sont issus de luttes, mais des organisations qui ont été créées avec un projet alternatif. Parmi les personnes qui ont créé ces structures et qui les font fonctionner, on peut discerner deux types d'entreprises. D'une part, des personnes qui ont déjà travaillé dans des organisations, qui ont éprouvé le salariat et qui viennent ici, je cite un verbatim, qui viennent ici avec une idée bien précise de ce qu'ils ne veulent plus et avec une volonté importante de construire autre chose. Donc, le projet de l'organisation, c'est bien d'essayer d'élaborer d'autres conditions de travail et d'autres façons de travailler. Mais il y a aussi des personnes qui arrivent dans l'entreprise, donc généralement après la création, sans projet démocratique particulier, mais pour lequel, ici, c'est vraiment le travail, c'est l'expérience du travail dans l'organisation qui participe d'une certaine politisation en société, et comme si j'ai le temps, qui peut amener à d'autres choses. Il y a aussi d'autres acteurs aussi, d'autres personnes qui finissent par renoncer de travailler dans telle organisation et il peut avoir un important turnover. Enfin, dans la caractérisation de ces organisations, ce qui est important de dire, c'est que il n'y a pas toujours de référence explicite à des référentiels, par exemple autogestionnaires, ou des références proudhoniens ou quels qu'ils soient. On est plutôt dans le champ d'expérience individuelle et d'essayer d'aller piocher différentes expériences, etc. Mais il n'y a pas une référence unique. En revanche, on trouve dans les modes de fonctionnement des traits saillants, donc de la prise de décision collective, des degrés importants de polyvalence, des recrutements par les valeurs et pas par des qualifications ou par des diplômes, des structures hiérarchiques très faibles ou alors une hiérarchie de mandat et des systèmes de rémunération qui sont très resserrés avec des écarts de salaire très réduits et des critères, des différenciations de rémunération qui sont établis le plus souvent sur des critères collectifs. Alors, maintenant, il s'agit de tracer, de donner à voir différents processus d'enquête démocratique pour essayer aussi de vous faire comprendre à quoi ça peut correspondre. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je souhaiterais insister mon propos sur une SIC, donc CA, qui est impliquée dans le secteur de l'alimentation et qui fournit différents services supports à des épiceries, des restaurants. Cette entreprise a les statuts de la SIC, donc Société coopérative à intérêt collectif, et donc dans lesquels les salariés, les associés sont sociétaires en position majoritaire. Donc, comme elle a le statut en plus de SA, de société anonyme, elle dispose d'un conseil d'administration avec une présidence tricéphale. Elle fonctionne en utilisant des dispositifs, par exemple, d'élection sans candidat, certains outils d'allocratie. Mais le fonctionnement démocratique pourrait s'arrêter là, en fait.
De fait, focaliser l'observation et l'analyse en termes d'action et d'enquête démocratique permet d'aller au-delà de ces statuts, de ces outils, pour envisager le fonctionnement quotidien et mettre l'accent sur les efforts et quelquefois les difficultés. Donc, par exemple, plusieurs enquêtes ont été menées sur des niveaux très stratégiques, par exemple la stratégie globale du groupe, avec une décision finalement de stopper la croissance du groupe, sur la polyvalence, l'autonomie des décisions, sur la refonte des systèmes de rémunération, sur les conditions et la qualité de travail qui ont amené en fait l'ensemble des acteurs des salariés de l'organisation à en fait produire là pour le coup une vraie enquête qualitative et quantitative sur leurs propres conditions de travail et sur les difficultés relationnelles. Ce qui est important, c'est que ici, donc du coup, ce sont des problématiques qui sont soulevées et qui sont librement soulevées par les acteurs. Et c'est ce processus de problématisation par certains acteurs ou par tous les acteurs qui est laissé libre dans l'organisation et qui, en fait, se substitue aux dispositifs organisationnels qui ont été créés. Et donc, je vous cite ici un verbatim d'une salariée de cette SIC. Moi, je reprends souvent ce truc. Pour questionner les travailleurs, il faudra penser à travailler les questions. Quand tu as suffisamment travaillé la question et le problème, finalement, tu passes de prises de décision qui sont un peu chiants et clivants à finalement comment on va problématiser le phénomène dans lequel on est et comment on peut sortir pour que tout le monde réussisse à trouver son compte là-dedans. Et c'est plus facile, en fait, de décider comme ça. En fait, ce verbatim, il essaie d'illustrer, il illustre, à mon avis, bien le fait que on a cette capacité de mise en collectif sur des problématisations qui vont précéder finalement la décision et qui vont en fait véritablement situer l'action démocratique de l'organisation. Pour finir rapidement, en fait, on a dans l'organisation que j'ai rapidement évoquée ou dans beaucoup d'organisations, on voit en fait des processus d'enquête démocratique qui sont intenses et qui révèlent de fortes capacités de réflexivité des acteurs. Ce que j'ai observé, c'est que en fait, ces organisations se caractérisent évidemment par des dispositifs, de prise de décision collective, de polyvalence, etc. Mais c'est aussi des organisations qui se caractérisent par le fait que tout problème mérite action, réflexion et donc enquête. Et donc, ce sont des organisations dans lesquelles tous les problèmes des plus ordinaires constituent un sujet de réflexion et d'action. Ça veut dire que ce sont des organisations, celles qui peuvent fonctionner sous l'angle de l'action démocratique, ce sont finalement des organisations qui, au final, ont beaucoup de niveaux de responsabilité. Dans la SIC dont je parlais, en fait, on a quasiment autant de niveaux de responsabilité que de membres. Et on peut supposer que c'est le résultat de l'enquête, des enquêtes qui amènent en fait à multiplier les niveaux de responsabilité. Ce sont des organisations qui créent et qui mettent à disposition aussi une multitude d'outils de gestion. À chaque fois, les enquêtes conduisent en fait à produire un certain nombre d'outils et dans une logique de boîte à outils qui vont pouvoir perdurer, utilisés ou pas, mais qui perdurent. Ce sont des processus qui, de fait, produisent une politisation des personnes dans leur espace de travail, mais qui va aussi au-delà dans leur pratique de consommation, dans leur pratique d'interaction avec les individus, et qui peuvent amener aussi à des stratégies économiques différentes. Pour finir, ce sont évidemment pas des entreprises complètement vertueuses. Si toutes les questions sont légitimes, pour enclencher des enquêtes, c'est véritablement épuisant, et donc on a quand même des organisations qui sont en permanence en tension. Et qui exigent un engagement fort pour les individus. Ce sont des processus d'action et de décision qui prennent du temps. Ça veut dire que du coup,
on a un temps économique et un temps stratégique qui prend beaucoup plus de temps. On a aussi, j'ai vu, certaines organisations qui, par le biais de l'enquête, sont amenées à faire des choix qui n'appliquent pas les cadres légaux. Donc, par exemple, sur les rémunérations, sur des recrutements, en fait, on va faire fi, par exemple, des conventions collectives pour appliquer un salaire unique. On va faire fi également des règles de représentation professionnelle et des règles de représentation syndicale. Donc, de fait, on va par la justification des dynamiques collectives qui est créée, en fait, et quelquefois par une justification politique, il s'agit de contourner les règles conventionnelles et juridiques. Et enfin, ce sont des organisations, si vous m'avez compris, donc actives, réflexives et douces, mais quand même avec des différences de légitimité perçues entre les personnes, et qui du coup amènent à se poser la question des conditions ou des capacités de conditions d'enclenchement de ces enquêtes et de cette action démocratique, pour savoir quels sont les ingrédients en fait qu'on peut trouver dans ces entreprises. J'en ai fini. Je voulais juste, voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie, pour cet exposé très clair également. Je passe la parole tout de suite à Guillaume Gourgue. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, j'espère que la déception de ne pas accueillir Carrel Lyon sera un tout petit peu estompée par ma présentation. Donc, j'ai le plaisir d'essayer laborieusement de le remplacer pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre atelier, je vais essentiellement me concentrer sur une présentation d'un projet de recherche en cours pour vous en expliquer les tenants et aboutissants, sachant que ici, je vais un tout petit peu et on va un tout petit peu décaler la focale, puisque le projet dont je vous parle ne parle pas frontalement de la démocratie au travail, comme on a pu le voir par exemple dans les interventions d'Anne-Charlotte et Émilie, mais il y aura évidemment de nombreux ponts et je vais essayer de m'efforcer d'en faire. Mais en fait, la question que nous, on traite dans ce projet, c'est celle de la citoyenneté, alors qu'il y a une des dimensions de la démocratie, évidemment, hein, mais la citoyenneté pensée à partir des conditions de travail et surtout des controverses politiques qui entourent le fonctionnement des entreprises, hein, hier comme aujourd'hui. Ce projet, il s'appelle Redécouvrir la citoyenneté industrielle, passé et présent des relations entre travail et agir politique. Donc, l'acronyme est CITINDUS. Et donc, il regroupe 9 chercheurs et enseignants-chercheurs, 2 doctorants, une ingénieure de recherche CNRS et puis un postdoctorant hein, qui travaille avec nous depuis quelques mois. Et donc, c'est un projet qui est en cours et qui va nous amener jusqu'en 2023. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous les objectifs scientifiques et intellectuels de ce projet et vous expliquer un peu aussi ce qu'on en est en termes d'enquête et en quoi tout ça nous amène à nourrir la réflexion, en tout cas on l'espère, hein, sur le fonctionnement de la citoyenneté industrielle, cette fameuse citoyenneté industrielle, et plus largement des débats en cours sur la démocratie en entreprise hein, qui nous réunit aujourd'hui. Alors, bon, moi non plus, j'ai pas de diaporama, vous m'en excuserez, je vais essayer d'être le plus captivant possible pour essayer de pallier à mon absence de diaporama. Et donc, je vais commencer par vous restituer les objectifs principaux du projet. Donc, ce projet de recherche CITINDUS, il vise essentiellement à engager une sociologie politique du travail qui opère un double déplacement par rapport à la sociologie du syndicalisme, des mobilisations, mais aussi par rapport à ce qu'on sait, à la manière dont on travaille sur les questions de démocratie industrielle. Et donc, l'idée de ce double déplacement, c'est d'en revenir à une notion qui est celle de citoyenneté industrielle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? Rouvrir un chantier de recherche sur cette notion de citoyenneté industrielle. En fait, le projet porte l'idée qu'il est possible de redonner une actualité à cette notion à condition de se déprendre d'une acception strictement normative de la notion de citoyenneté industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par acception normative hein, de la citoyenneté industrielle?
Eh bien, d'un côté, on a la définition classique, mais qui est purement juridique, hein, de cette notion de citoyenneté industrielle, qui va désigner l'ensemble des cadres d'exercice de cette citoyenneté au sein des entreprises. Et à ce jour, la notion de citoyenneté industrielle a été le plus souvent abordée par des sociologues du travail, des historiens, des spécialistes des relations professionnelles, comme l'ensemble des droits et des instances de représentation et de participation reconnues aux travailleurs au sein des entreprises. C'est un cadrage normatif, hein, qui correspond à la définition marshallienne de la citoyenneté industrielle, qui la pose comme un sous-produit de la citoyenneté sociale émergeant elle-même dans le sillage des citoyennetés civiles et politiques. Et puis, la deuxième acception normative du concept de citoyenneté industrielle, c'est tout simplement une acception qui pose un jugement de valeur a priori. C'est-à-dire, on définirait la citoyenneté industrielle comme relevant, par exemple, de bonnes normes de négociation, de modèles souhaitables de démocratie industrielle intégrative, qu'on pourrait, par exemple, opposer à une vision beaucoup plus agonistique, fondée sur la lutte des classes, des relations au travail. Et cette définition normative-là, elle est le socle d'un certain nombre de critiques, hein, désormais classiques, qui sont portées à la notion. Et de nombreux travaux de recherche ont documenté le biais quelque peu évolutionniste de cette vision de la citoyenneté industrielle, qui reposerait sur le postulat d'un progrès parallèle entre développement économique et sphère des droits et libertés des travailleurs. Ces travaux critiques, ils ont souligné par exemple le lien problématique entre citoyenneté industrielle et normes fordistes qui restent quand même à dominante masculine, qui reposent sur l'emploi formel, permanent et à temps complet. Et du coup, par exemple, cette norme de la citoyenneté industrielle qui se réaliserait au sein d'une espèce de compromis, eh bien, elle n'a pas grand-chose à dire, cette norme, face aux évolutions néolibérales de l'entreprise, par exemple le développement de la précarité, de la sous-traitance, de la multiplication des statuts d'emploi et d'activité qui sapent en fait les collectifs de travail et les statuts d'emploi. Et puis sur le plan politique, hein, un tournant néolibéral qui reposerait sur une émancipation des grandes firmes vis-à-vis des souverainetés étatiques et qui leur permet en retour d'influencer des agendas gouvernementaux et d'appuyer sur la restauration du pouvoir discrétionnaire des employeurs. Et donc, face à ces tournants-là, finalement, la notion de citoyenneté industrielle, elle peut être vue comme un concept un peu dépassé, qui aurait correspondu à un certain modèle productif qui, aujourd'hui, n'aurait plus vraiment d'actualité. Et donc, en remettant en cause le cadre théorique qu'il a produit, on pourrait se débarrasser de la notion et finalement de ne plus vraiment s'y intéresser. Et d'ailleurs, il y a de nombreux courants de recherche, par exemple en droit, hein, qui portent précisément sur la recherche de définition de normes alternatives à cette citoyenneté industrielle, qui pourrait repenser finalement dans un contexte nouveau ce qu'il faudrait faire pour remettre la citoyenneté dans l'entreprise. Le choix que nous avons fait dans le projet de recherche, c'est d'alléger le concept de citoyenneté industrielle de sa dimension normative pour se le réapproprier plus modestement, comme un concept avant tout descriptif et analytique. En fait, on part d'une définition assez lâche, volontairement, de la citoyenneté industrielle, qui définit l'ensemble des pratiques et des dispositifs par lesquels les travailleuses et les travailleurs exercent un rapport politiquement actif à leur travail, mais aussi au territoire dans lequel ils s'insèrent. Cette démarche, elle fait écho à des postures scientifiques qui sont désormais très connues en anthropologie politique et même plus largement en sciences politiques, qui elles aussi rompent avec une conception purement juridique et normative de la citoyenneté, de la citoyenneté politique dans son sens juridique, qui renverrait à une définition classique, généralement pensée comme un statut social, membership, comment on appartient à une communauté civique, et qui serait codifiée juridiquement avec un ensemble de droits et de devoirs. Et du coup, face à ça, la conception anthropologique et politiste de la citoyenneté la présente davantage comme un construit social et politique et comme une activité dont les significations varient dans le temps et l'espace. Et donc, étudier la citoyenneté revient dès lors à, et je cite Catherine Neveu, saisir les multiples manières dont les individus ou des groupes élaborent leur propre conception des droits
auxquels eux ou d'autres devraient avoir accès et les argumentaires avancés pour légitimer cet accès. Et donc, l'enjeu de notre projet de recherche, c'est vraiment de faire travailler cette définition donnée par l'étude de la citoyenneté politique, mais au sein du monde du travail. Et donc, nous, l'idée, c'est que ce qui est en jeu précisément dans la définition des droits, autant que des frontières de la communauté de cette fameuse identité citoyenne, prend sens, mais qu'on ne peut pas présumer à l'avance d'une séparation entre ce qui relève de l'économique et du politique dans la définition de la citoyenneté que portent les individus, et qu'on a un entremêlement des dimensions publiques et privées de la vie des gens dans leur projection de ce statut de citoyenneté. Et donc, notre question est, par exemple, quand on réfléchit sur l'articulation entre travail productif et travail domestique et reproductif, eh bien, on voit bien que, par exemple, pour les femmes, la définition de la citoyenneté, elle passe inévitablement par un entremêlement de ces deux dimensions. Et de la même manière, on a voulu étendre la dimension de ce qu'on entend par industriel, puisque on prend vraiment industrie au sens anglo-saxon d'industry, c'est-à-dire qui désigne autant les activités de production et de biens de matériel que les milieux de travail en général. Mais toutefois, nos recherches empiriques jouent sur cette ambivalence et portent essentiellement sur des environnements industriels au sens plus étroit des activités de production matérielle. Et notre hypothèse centrale, en fait, elle est assez simple, c'est que la citoyenneté industrielle est un enjeu de lutte. C'est-à-dire que les formes et finalités des pratiques et des dispositifs que j'évoquais tout à l'heure sont constamment disputées par les protagonistes, autant entre les acteurs du capital que les acteurs du travail. Il n'y a aucune certitude dans ce schéma conflictuel d'aboutir à un schéma de démocratie industrielle cher aux époux Webb, avec l'idée qu'on finirait par régler les différends entre les intérêts d'égale légitimité qui parviendraient à s'accorder par la négociation collective et les arbitrages publics. Il faut en réalité, nous, en tout cas c'est ce qu'on défend, étudier empiriquement la façon dont la citoyenneté industrielle est façonnée à la fois par en haut, c'est-à-dire par les politiques des directions d'entreprise et des pouvoirs publics, par en bas, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes et leurs représentants, mais aussi par des acteurs extérieurs au monde de l'entreprise, qui soient politiques, associatifs, etc., et notamment dans une dimension territoriale. Et du coup, de cette première hypothèse découle une seconde, c'est qu'étudier la citoyenneté industrielle permet d'éclairer les ancrages industriels des pratiques politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suppose que l'expérience du travail et le milieu de travail façonnent profondément et durablement les identités, les représentations et les pratiques des acteurs sociaux, bien au-delà de leur simple vie dans l'entreprise. Et donc, notre ambition est d'essayer de décloisonner l'étude de la citoyenneté industrielle pour ne pas la cantonner, en quelque sorte, à la sphère de l'entreprise, qui finalement rejoint cette ambition, les approches par le bas de la citoyenneté, comprendre les luttes autour de la citoyenneté industrielle en les réinscrivant dans un continuum de pratiques articulant travail et hors travail, social, économique et politique. Et du coup, avec cette idée finalement qu'on s'intéresse beaucoup aujourd'hui, notamment en sciences politiques, aux capacités d'influence des entreprises sur l'action publique et les autorités publiques, et nous, en fait, on voudrait s'intéresser, dans le sens inverse, à la manière dont elles fabriquent la politique, et notamment la manière dont les entreprises peuvent fabriquer des citoyens, bien plus largement, au sens là du polity, TY, et de l'espace politique. Dans les 2-3 minutes qui me restent, je vais principalement revenir sur ce qu'on fait dans ce projet de recherche. Alors, on a une dimension proprement théorique, où on procède à des revues de littérature qui nous prennent énormément de temps, en 3 volets. L'émergence, premier volet, l'émergence, c'est la structuration d'une pensée d'État de la citoyenneté industrielle, puisque l'État est un acteur qu'on veut réintégrer dans cette discussion autour de ce qu'est et la manière dont se constitue cette citoyenneté industrielle, et notamment une réflexion menée par Carrel-Lyon sur les termes qui sont choisis pour désigner cette citoyenneté industrielle. Est-ce que c'est une citoyenneté économique, sociale, d'entreprise, etc. On s'intéresse aussi à l'émergence et la structuration d'une pensée patronale et managériale de la citoyenneté industrielle. Par exemple, un travail en cours que je mène sur l'intégration de la notion de citoyenneté dans certaines doctrines managériales comme l'organizational citizenship behavior, voir ce que le management fait
de cette notion de citoyenneté quand il l'emploie très directement, ou l'enquête conduite par Maxime, ici présent, sur le profil social des patrons de Scope, hein, qui dessine un espace d'un patronat social qu'on connaît au final assez peu. Et puis, dernier volet, l'émergence et la structuration d'une pensée ouvrière de la citoyenneté industrielle, c'est-à-dire un travail sur des expériences communautaires ou coopératives qui permet de comprendre la manière dont les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes redéfinissent l'espace de l'entreprise lorsqu'ils en prennent possession, au sens économique du terme, hein, lorsqu'ils deviennent propriétaires de leurs moyens de production. Donc là, moi, je mène une enquête sur la communauté de travail Bois-Mondo dans les années 40 à côté de Valence. Et Carrel Lyon travaille par exemple sur Defresne à Lille. Et puis, on a aussi, et j'en terminerai là-dessus, au-delà de ce travail de réflexion, un terrain d'enquête collective où on travaille tous ensemble sur un même objet. On étudie les pratiques de citoyenneté industrielle à l'échelle d'une firme multinationale française. Et on s'inscrit en ce sens dans les pas du collectif du 9 août, d'ailleurs auquel une des membres, Anne Bory, de notre équipe, a pris une part active, avec cette idée finalement d'étudier ces entreprises multinationales par un biais empirique. Et donc je cite, hein, malgré l'internationalisation de l'économie, les enquêtes sur les processus transnationaux demeurent rares et prennent pour la plupart la forme d'essais pragmatiques ou d'enquêtes comparatives ancrées dans les cadres nationaux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'enquêter concrètement sur ce que ça veut dire sur la citoyenneté industrielle, cette multinationalisation d'une firme française. Et donc l'enquête qu'on mène, elle est en cours, et c'est une analyse multisituée d'une grande entreprise française implantée à l'étranger et qui a comme caractéristique d'être très proactive et d'énormément parler de son engagement en termes de responsabilité sociale et environnementale, de qualité de vie au travail, de biodiversité, d'impact social et d'inclusion. On a des véritables politiques d'entreprise sur toutes ces dimensions à l'échelle mondiale du groupe. Et du coup, on mène plusieurs fronts d'enquête en ce moment. Un front auprès des acteurs syndicaux et des travailleurs pour suivre la place du fait syndical et de ces fameux contre-pouvoirs dans un environnement qui, a priori, s'auto-déclare aussi soucieux de l'épanouissement des collaborateurs. On mène un front d'enquête auprès des élites de l'entreprise, hein, l'encadrement supérieur en charge des affaires de RSE, de développement durable et de qualité de vie au travail. Et puis, on mène une série d'enquêtes sur l'implantation internationale de cette firme, hein, par exemple Amin Halal qui conduit une enquête en Tunisie, ou Sidi Sissoko qui débute une enquête sur l'implantation de cette firme au Sénégal, pour essayer d'interroger la circulation de ces discours de la citoyenneté industrielle dans le déploiement international de la firme et tout le long de la chaîne de valeur, avec plusieurs axes de réflexion autour de la conflictualité sociale dans une citoyenneté industrielle autoproclamée, la circulation nord-sud de ces politiques et de ces mots d'ordre, et bien sûr la différenciation des outils de vertu en fonction de leur position sur la chaîne de valeur. Par exemple, l'idée qu'on n'intègre pas de la même manière des standards internationaux du Human Responsibility in Production et de qualité de vie au travail juste dans l'espace du productif français qui sont là bricolés de manière beaucoup plus artisanale. Je m'en arrêterai là. J'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre exposé. Écoutez, on a à peu près 25 minutes de temps d'échange, donc je pense qu'on a de quoi faire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'item prévu pour les questions et réponses. On a déjà une première question pour vous trois, de Mathilde Bouillet. Avez-vous conçu, utilisé ou identifié des outils, méthodologies ou référentiels pour évaluer la qualité force de la démocratie en entreprise, en France et ailleurs? Donc, c'est la première et seule question pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est quand même l'espèce de tension qui existe, on va dire, entre les modèles démocratiques et les modèles, on va dire, de représentativité syndicale. On l'a bien perçu dans les deux premiers exposés, dans celui de Guillaume également. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ces conflits de légitimité, de tension, de pratique, qui me semble être une question quand même assez cruciale sur les formes d'organisation démocratique en entreprise? Et ensuite, j'invite toutes les participantes et les participants à proposer des questions.
dans le chat ou dans le Q&A proposé à votre droite de votre écran. Qui veut commencer? On fait peut-être dans l'ordre des interventions. Anne-Charlotte, en quelques minutes, histoire de faire un premier tour de réponse. On vous écoute. Alors, il faut remettre le micro. Anne-Charlotte. Ok, pardon. Oui, donc par rapport aux questions de représentation syndicale, c'est vrai que bon, nous, on n'a pas mené d'enquête spécifiquement sur ce sujet-là, en tout cas pas de manière frontale, donc c'est plutôt des observations un peu au fil des enquêtes. Bon, dans certaines entreprises, comme par exemple Favi, il n'y avait pas de présence syndicale et en fait, c'était présenté comme une réussite du modèle. Donc, il y avait un espèce presque de refus qu'il y ait un contre-pouvoir. Et donc, c'était vraiment un critère voilà, de réussite. Dans d'autres enquêtes, comme par exemple au sein de la biscuiterie Poult, il y avait une présence syndicale très forte qui était là dès le départ et qui ont fait partie du processus de transformation, qui ont été impliqués de manière très, je dirais, coopérative et qui, là, jouaient un petit peu plus le rôle de contre-pouvoir. Mais je dirais, j'ai pas regardé ça de manière très, très spécifique. Émilie? Oui, bah c'est une question, à mon avis, c'est la question des tensions la plus importante en fait. D'abord sur les terrains que moi j'ai investigués et après plus généralement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les coopératives que j'ai observées, un certain nombre d'entre elles ont été créées par des personnes qui étaient dans la vie salariale antérieure, étaient délégués syndicaux et qui donc et en particulier donc CGT ou Sud, et donc du coup dans lequel il y avait donc une connaissance même de ce qu'on pouvait qu'est-ce que c'est que la vie en organisation avec un dialogue social avec une vie syndicale. Mais justement, il y a pour ces personnes-là, l'idée c'était justement de dépasser en fait l'affrontement classique et la représentation classique et de créer un cadre dans lequel on n'aurait plus cet affrontement-là, Donc du coup, il y a une dimension en fait qui est portée voilà par ces personnes-là. Et ce sont, quand je parlais à la fin de mon intervention sur la question de la légitimité, en fait, on retrouve, en fait, visiblement, ces gens-là ont quand même été socialisés à une pratique, une certaine pratique de prise de la parole, une certaine pratique de résolution des problèmes, etc. Et donc, du coup, ce sont ces premières personnes-là qui pourraient être accusées de prendre le lead, mais moi, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'elles prennent le lead, mais contre leur propre, c'est pas volontaire et elles savent très bien. Donc du coup, voilà, dans la SIC agricole, là, en fait, on a un des dirigeants qui était dans ce cas-là essaye. C'est très bien qu'il a un lead, c'est un homme, c'est un homme blanc, hétéro, qui a une expérience préalable. Il essaye de déjouer ces enjeux de légitimité, mais sans complètement y arriver. Au-delà de ces cas-là, moi, il me semble que il y a une thèse qui va débuter sur ce thème-là, justement, qui est peu investiguée, me semble-t-il. En fait, il y a aussi, c'est l'opportunité aussi de repenser les formes de dialogue social dans l'entreprise, avec une position intermédiaire
où ça peut être une forme de représentation et de lutte, mais qui passe pas par des formes classiques dans l'entreprise et qui est amené quelquefois du coup à mon avis à dépasser les règles conventionnelles ou les règles de droit en fait. C'est ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est que de fait dans ces organisations-là, quand on essaie de renouveler des pratiques, on peut être amené à sortir du droit collectif et du droit général. Bien, merci, Émilie. Guillaume? Oui, alors du coup, juste peut-être un élément par rapport à ça. Moi, je suis pas du tout un spécialiste des coopératives pour le coup et des entreprises libérées, donc je vais être très prudent. Mais nous, ce qu'on essaye de faire dans le projet, en tout cas, ce qu'on essaye d'amener, par exemple, par rapport à ces débats-là, c'est de passer au tamis de cette triple entrée d'analyse par le patronat, par l'État et par les salariés, les trajectoires en fait de ces mises en place d'organisation. Et par exemple, sur le cas des entreprises libérées, notre cadre d'analyse, il a tendance à nous faire pencher plutôt du côté des analyses de Thomas Coutreau, de Dominique Linhart, qui souligne finalement que le cadrage actuel de ce qui se pratique, la phase la plus visible des entreprises libérées, notamment dans les grandes sociétés, passe souvent par l'image du patron éclairé, qui est une figure assez présente, que ce soit chez Brian Robertson ou chez Frédéric Laloux, et qui va fixer un peu lui-même le cadre, l'exercice de cette démocratisation et de cette libération de l'entreprise, qui a des vrais impacts sur l'exécution des tâches, enfin sur les tâches exécutives, avec une libération du management pyramidal, mais qui affecte, alors de ce que j'en connais, qui affecte souvent peu les monopoles décisionnels sur les grandes décisions de l'entreprise, dans tout un tas de contextes, et pose la question aussi de la mutation des formes d'exploitation au travail. Émilie a dit tout à l'heure que la démocratie pouvait ne pas alléger l'exploitation, voire sous certaines conditions la renforcer. Et nous, on est très attentifs à ça. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est finalement, concrètement, quelle est la forme, par exemple, d'entreprise libérée qui va être mise à l'agenda dans les réformes publiques du statut des entreprises et dans les réformes portées par des acteurs politiques cette fois-ci. Par exemple, quand on regarde la loi Pacte, voilà, on voit bien que c'est pas n'importe quelle acception de cette démocratie d'entreprise qui est mise à l'agenda. Et nous, on s'intéresse à ça de manière un peu macro et on essaye de voir aussi, à l'échelle du groupe qu'on étudie, comment se développent des modèles au sein de différentes firmes et ces modèles, sans être en compétition radicale, en tout cas, sont pas du tout sur les mêmes définitions des conséquences finalement et des effets de cette libération du travail. Et donc, voilà, nous on place ces tensions-là non seulement au cadre à l'échelle des collectifs de travail, mais plus largement sur finalement quels sont les modèles entre guillemets qui arrivent à s'imposer et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la pluralité des expériences et de la diversité des cas qu'on peut recenser autour d'un leitmotiv comme celui de coopérative ou celui d'entreprise libérée, finalement, c'est pas n'importe quelles expériences qui arrivent à se mettre à l'agenda et à se maintenir dans le temps et à circuler, on va dire, entre les entreprises. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, juste pour le rappel, parce que vous êtes très gentiment concentré sur ma question, mais il y avait celle aussi de Mathilde. Avez-vous conçu, utilisé ou identifié des outils, méthodologies ou référentiels pour évaluer la qualité et force de la démocratie en entreprise? Vu que vous n'y avez pas vraiment répondu, je vous la repose. Alors, depuis, on a eu toute une autre série de questions qui sont arrivées. Alors, dans le désordre, je ne sais pas trop quel est l'ordre des questions, mais il y a une question de Gonzague qui vous est adressée, Guillaume, qui porte… Attendez, excusez-moi, parce que je me suis un peu… Est-ce que vous pouvez expliquer can you please explain why did you choose the mentioned research hypothesis? Donc, une question assez large. Pourquoi avez-vous choisi donc l'hypothèse que vous avez avancée dans votre exposé? Alors, Charline Collard, elle a une question, donc si je ne me trompe pas, parce que c'est toute une petite série de questions, pour Émilie. Quelles peuvent être les dérives quand les acteurs travaillent à déconstruire la pratique d'un travail classique pour en construire une autre? Si dérive il y a, quelles sont les causes de ces dérives? Fatigue et idéalisme. Enfin, qu'est-ce qui permet à ces acteurs de nourrir le sens au travail? Est-ce que ces dérives peuvent-elles réduire le sens perçu et comment maintenir ce sens perçu?
Alors, attendez, je fais le tour de toutes les questions. Il y a une question de Lena Endoy pour Guillaume. Auriez-vous des exemples de structures françaises qui correspondent au modèle de la pensée ouvrière de la citoyenneté industrielle? Est-ce un modèle en expansion? Voilà. Anne-Charlotte, n'hésitez pas à vous saisir de ces questions également si vous considérez pouvoir apporter des éléments de réponse. D'ailleurs, écoutez, je vous propose un peu peut-être qu'on fait dans le sens inverse. Allez, est-ce que Guillaume, vous pouvez commencer? Alors, du coup, on prend le sens inverse et je me concentre le plus rapidement possible. Alors, pour expliquer le choix de l'hypothèse, en fait, le choix de l'hypothèse, il est assez simple et il vient aussi d'un ancrage assez fort de l'équipe en sciences politiques. Hein. Il y a quelqu'un dont j'ai oublié de parler tout à l'heure qui joue un rôle déterminant dans tout ça parmi nous, qui est Samuel Hayat, notamment. Et du coup, en gros, on est tous imprégnés de cette manière d'aborder la citoyenneté, on va dire, par le bas. Et en tant qu'activité concrète, alors Émilie citait beaucoup John Dewey. Nous, c'est pas forcément les références qu'on a mobilisées. Nous, on serait plutôt du côté de Jacques Rancière, par exemple, sur cette manière de subjectivation politique, sur cette étude de la subjectivation politique. Et en fait, on a été frappé de voir à quel point, dans l'espace, dans le monde du travail et autour de cette notion de citoyenneté industrielle, cette bascule qui s'était opérée, voilà maintenant un certain nombre d'années en sciences politiques ou en anthropologie politique, elle était peu présente dans les travaux concernant justement l'ancrage de la citoyenneté dans le monde du travail. Et donc, c'est principalement comme ça qu'on a construit notre revisite de la notion de citoyenneté industrielle, sachant que cette revisite, c'est un projet intellectuel, hein, donc, on ne sait pas où elle va nous mener et on ne sait pas exactement où ça… Mais c'est comme ça qu'on s'est positionné. Et sur les exemples de la pensée ouvrière de la citoyenneté industrielle, justement, là aussi, on est en train d'y travailler. Alors là, je me réfère encore une fois à Samuel Hayat, hein, qui porte aussi un projet lié à Citindus, qui est consacré justement aux écrits ouvriers, à la manière dont les ouvriers peuvent produire, ouvrières hein, d'ailleurs, peuvent produire eux-mêmes finalement leur définition de ce que c'est la propriété, le travail, le salaire et la vie dans et hors de l'entreprise. Et moi, par exemple, dans le cadre de Citindus, je mène une étude de cas hein, sur ce qu'on appelle les communautés de travail, et notamment la première d'entre elles, hein, qui s'appelle Bois-Mondo, boîtier de montre du Dauphiné. Et du coup, j'ai constitué un stock d'archives assez conséquent qui remonte jusqu'à 1942, donc la fondation de cette coopérative, donc de cette communauté, excusez-moi, justement pas coopérative. Et donc, on y voit un collectif de travail d'ouvriers non qualifiés hein, dans le secteur de l'horlogerie qui débat en permanence de la forme que doit prendre son existence commune, que ce soit sur la fixation du salaire, qu'est-ce que c'est le salaire, qu'est-ce qui mérite d'être payé, qu'est-ce qui mérite de recevoir un dédommagement au titre de l'entreprise, et puis comment exister territorialement, hein, c'est-à-dire à l'échelle de Valence, dans les organisations syndicales, dans les luttes locales, dans les élections municipales. Bref, comment, à partir de ce compagnonnage, de ce statut de compagnon, ces ouvriers se projettent à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il est en expansion, ce modèle ? Je n'en sais rien, je n'ai pas la sensation a priori. Moi, je suis obligé d'aller assez loin hein, dans l'histoire pour vraiment trouver ce genre d'expérience, mais forcément, il y a des expériences tout à fait comparables, j'en suis absolument persuadé, partout dans le monde, et je ne demanderai qu'à les découvrir. Je rebondis ? Absolument, Émilie, c'est à vous. Eh bien oui. Eh bien oui, il existe à Lyon un collectif qui s'appelle Autogestion, qui rassemble de fait, il me semble que justement ce collectif Autogestion, etc., l'idée, j'ai pas du tout participé à sa création, etc., mais c'est l'idée aussi que des expériences, par exemple autogestionnaires, ne sont pas le lit du passé, mais qu'il y a des expériences qui se développent, qui émergent, avec des acteurs qui essaient, qui trébuchent, etc. Mais il y a pas mal, alors sur le territoire lyonnais, il y a quand même pas mal de structures, notamment, comme je l'évoquais, dans des secteurs qui sont renouvelés, qui sont plus les domaines industriels, hein, mais qui correspondent aussi à la répartition, enfin, aux activités économiques contemporaines. Hein. Le champ de l'alimentation et de l'agriculture est assez porteur là-dessus. Donc oui, il y a des expériences et des gens qui réfléchissent et qui essayent de mettre en place des choses. Juste pour répondre à la question sur
sur le cadre là ou les référentiels de démocratie ou etc. Alors moi justement en fait moi ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que j'ai essayé d'aller au-delà de questions démocratiques pour pas justement pour avoir une perspective plus profonde, etc. Donc du coup, j'en connais pas. Après, il y a des dispositifs, par exemple, de qualité de vie au travail, etc., qui existent, qui sont portés, par exemple, par l'ANACT ou par d'autres acteurs. Enfin, il y a des référentiels qui existent, mais sur la démocratie en entreprise, voilà, je connais pas, à part, on va avoir une concurrence entre différents concepts ou différents outils, en fait, qui existent. Sur la question sur quelles peuvent être les dérives quand les acteurs travaillent à déconstruire la pratique d'un travail classique pour en reconstruire un autre. En fait, je ne crois pas que les dérives, c'est juste ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que ça peut être fatigant, épuisant, dans la mesure où quand on commence à questionner, à déconstruire une pratique de travail classique, en fait, on s'aperçoit que le quotidien de travail peut vite être complètement déconstruit, en fait. Et donc, du coup, ça peut vite être prenant et produire donc de la fatigue. Et deuxièmement, comme j'ai essayé de l'expliquer, on peut avoir des effets de légitimité qui ressortent entre les individus. Qui peut voilà, être une dérive ou une limite de ces dispositifs-là. Mais moi, je ne crois pas que ça soit une dérive problématique, en fait. Voilà, je ne sais pas comment répondre autrement. Merci, Émilie. Anne-Charlotte, si vous avez des éléments à nous apporter. Alors, il faut mettre votre micro, Anne-Charlotte. Désolée. Oui, donc moi, je voudrais juste intervenir sur la question par rapport à l'enquête et aux aspects méthodologiques. Donc, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi. Bon, je dirais, on privilégie vraiment l'enquête de type ethnographique avec des immersions fortes au sein des entreprises. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de multiplier les formes d'accès au réel, à la fois par de l'observation, par des interviews, par l'analyse de documents et bien sûr multiplier les points de vue et de veiller à entendre toutes les voix et surtout les voix aussi discordantes. Donc ça, c'est particulièrement important dans les entreprises libérées parce que, comme le soulignait Guillaume, c'est souvent des approches pilotées par le management avec des visions voilà, du top management très, 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 très fortes. Donc ça, on est extrêmement vigilant à la fois passer du temps à être en immersion et à entendre, à essayer de trouver les voix discordantes. On pratique aussi beaucoup la réflexivité, à la fois au sein de l'équipe de chercheurs, mais aussi avec les personnes de l'entreprise. Donc, on essaye de faire des retours, des séances de retour de nos observations pour générer de la réflexivité par rapport à nos observations. Ça permet de faire avancer l'enquête, ça permet de valider à la fois nos compréhensions, mais ça permet aussi de pousser la réflexivité des personnes qu'on interviewe. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé de systématiser dans le cadre de ces enquêtes. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Très bien, merci beaucoup.
Je me suis permis de mettre dans le chat un lien conduisant vers une page, vers un blog en fait que développe la SCOP Alma, qui est une SCOP qui est située pas très loin de Lyon, me semble-t-il, et qui mène tout un travail de réflexion sur des nouveaux indicateurs de performance démocratique qui sont, me semble-t-il, extrêmement intéressants. Donc, ça répond donc également à votre question, Mathilde. N'hésitez pas à les consulter. Je pense qu'il y a tout un travail au sein de la Confédération générale qui est mené de façon plus générale et de façon plus ponctuelle qui est intéressant à suivre. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des observations? N'hésitez pas, on a encore 3-4 minutes. Oui, moi je voudrais peut-être juste partager, alors c'est pas une recherche que j'ai menée, mais j'ai fait partie d'un collectif avec une université danoise qui s'appelle, un collectif qui s'appelle Employee Driven Innovation and Workplace Learning. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'était une recherche qui était initiée par un syndicat. Et donc, en fait, c'est un syndicat, c'est une méta-organisation syndicale qui s'appelle LO. Donc, c'est Lands Organization, donc c'est l'organisation du pays. Et donc, ce syndicat, en fait, a mené une enquête auprès d'entreprises danoises qui avaient expérimenté des formes de démocratisation. Et ils ont publié un rapport qui s'appelle Employee Driven Innovation and Workplace Learning, Better Jobs for Economic Growth. Et donc, c'est eux qui étaient vraiment les moteurs de cette approche, donc dans une logique vraiment de co-construction de nouveaux modèles avec ces entreprises. Donc ça me semblait intéressant comme exemple un peu vertueux de coopération entre syndicats et entreprises et universités. Fantastique. N'hésitez pas, c'est ce que je viens de préciser dans le chat, n'hésitez pas à partager en fait les liens de toutes ces recherches que vous avez mentionnées au cours de vos exposés afin de pouvoir diffuser l'information auprès des participantes et des participants. Donc, si Anne-Charlotte, vous avez un lien à nous proposer sur cette recherche, n'hésitez pas à le transmettre dans le chat maintenant, puisqu'on ne va pas tarder du coup à se quitter. Hein. Donc, à moins que, voilà, si vous voulez poser une question, c'est vraiment le dernier moment. Écoutez, je crois que tout le monde a une idée assez claire de ce qui a été proposé aujourd'hui. Je vais vous remercier chacune et chacun d'entre vous pour vos interventions, pour votre temps, pour vos exposés très stimulants et très clairs. Je vous invite donc à rejoindre d'autres sessions qui seront proposées au cours de ces 2 journées, encore 3 journées aujourd'hui. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la démocratisation du travail et au travail. Merci. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.